Bienvenue sur l'émission Light Up, votre émission préférée. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez croustillant. On va parler de sexe. Mettez sur pause, allez prendre quelque chose à boire, un truc à grignoter parce que ça va être croustillant. Le sexe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend à peu près partout. On en voit dans les films, dans les séries. On entend parler de ça à l'école, au travail, avec les blagues un petit peu beaufs de certains collègues. Mais on a également la pornographie qui déforme un petit peu notre société. En tout cas, c'est notre point de vue chez Light Up, qui déforme un petit peu l'aspect originel de la sexualité. Donc aujourd'hui, on va parler d'éducation sexuelle. Donc les filles, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez eu une éducation sexuelle de la part de vos parents? Oh. C'est parti. Alors, si par éducation sexuelle, on entend « n'y pense pas, don't do it ». C'est interdit. Oui. À cela, il y avait, c'est vrai, des recommandations, pratiques, sécuritaires et religieuses également. Et éducation sexuelle à proprement parler, vraiment rentrer dans le côté vraiment pédagogique, apprentissage, formation, non. Moi, de la part, alors mes parents étaient assez différents. Ma mère, c'était un peu team don't do it, n'y pense pas, n'en parle pas jusqu'à ce que le temps soit venu. Donc, et le temps qui est bien sûr le temps du mariage, pas avant. Et mon père était beaucoup plus terre à terre, par contre. Lui, il en parlait avec plus de facilité. Il a commencé à justement raconter un peu que lui, il avait eu un passé, etc. À raconter justement les différentes étapes ou relations amoureuses qu'il avait eues. Et moi, je sais que mon père, notamment, qui prêchait à l'église, en parlait en fait. Il faisait également des séminaires pour les jeunes où il parlait de sexualité, mais peut-être dans un angle assez précis aussi. On n'a pas forcément touché tous les thèmes. Donc j'ai eu, je dirais, une partie d'éducation sexuelle. Et toi, Cindy? Alors moi, me concernant, c'est zéro bulle, zéro, rien. Zéro? Ça veut dire, par exemple, chez toi, on parlait jamais de sexe, jamais? Non, et je suis d'origine haïtienne, alors je ne vais pas faire de généralité. Mais chez les parents haïtiens, c'est un sujet en général passé sous silence. Et quand on se rend compte que tu sais comment on fait le bébé, c'est direct, on passe direct au refrain, ne le fais pas. C'est tout. On cherche à comprendre. Et les bribes d'éducation que j'ai pu avoir, c'était lorsque certains prédicateurs sur la chaire le dimanche en parlaient, mais plutôt pour dire, voilà, parler de la fornication, ce genre de choses, etc. Ouais. Quand tu as 12-13 ans, tu ne comprends pas forcément ce que ça veut dire. Et je suis quand même assez... Alors, je ne suis pas de l'ancienne école, mais dans ma génération, il y en avait à la télé, hein, mais c'était pas aussi explicite qu'aujourd'hui. À l'école, tu avais un cours en 4e où on t'apprenait un peu la reproduction, tu en avais 2-3, on te donnait des préservatifs que certains d'entre nous se dépêchaient de se débarrasser, de faire disparaître, surtout ne pas rentrer à la maison avec. J'ai eu des problèmes avec ça. Moi, j'ai eu des sérieux, voilà. Les histoires croustillantes m'ont arrivé. Donc, non, moi, j'ai pas eu, mais après, c'est un sujet un peu... Enfin, c'est tabou, et puis il y a de la gêne aussi, c'est pas que tabou, il y a de la gêne, il y a de la pudeur, et il y a aussi le fait de ne pas savoir comment s'y prendre. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les gens, ils s'éduquent autrement, quoi. Donc, on en reviendra. D'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup, si je note, ça veut dire que la première fois, finalement, que tu as entendu parler de sexe, toi, dans ton cas, par exemple, c'était à l'église. J'ai eu des petites bribes à l'église, tu vois, mais dans le cadre, voilà. Et même là, tu comprends pas forcément De quoi on parle. Ouais, De quoi on parle. donc, c'était un peu la roue libre, quoi. Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Et toi, du coup, Agnès? Alors moi, j'ai eu des parents vraiment, quand on posait des questions, quand on avait des questions, déjà ils répondaient avec vérité sur le sujet, en nous protégeant quand même, mais en nous expliquant comment ça fonctionnait. Et c'était plus mes grands frères et sœurs, donc ma grande sœur et mon grand frère, qui eux souvent arrivaient avec les questions. Et en fait, ma petite sœur et moi, on comprenait pas trop, mais on entendait les réponses et en fait on se disait ah ok c'est comme ça, la petite graine qui va donc le coup de la petite graine on l'a eu, je n'ai jamais compris l'image que ça représentait, je sais, une petite graine dans un champ, ça vraiment je ne comprenais pas, mais j'aimais l'honnêteté de mes parents qui ont toujours été là pour nous expliquer, enfin vraiment même par rapport aux menstruations féminines etc, vraiment je pouvais me tourner vers ma mère. Après la gêne est venue d'ailleurs, enfin la gêne est venue aussi de l'éducation religieuse, etc. Donc tout ça fait que quelque part ça cristallise aussi, on n'ose pas trop en parler en tant qu'enfant aussi, enfin c'est compliqué en tant qu'adolescent, en tant que jeune femme
à différentes étapes. Donc voilà, mais en tout cas, sur l'éducation, j'ai l'impression d'avoir reçu une éducation à minima sur ça. Avec les prérequis. Mm. Ok. Je vous pose toutes ces questions parce que je suis partie un petit peu d'un constat, c'est que finalement, la sexualité, tout le monde veut vite la pratiquer, veut connaître ce que c'est, veut regarder ce que c'est, veut tout simplement le connaître. Sauf qu'en fait, à la maison, on n'en parle pas beaucoup, ou presque pas, selon l'éducation qu'on a eue. À l'église, pour nous qui sommes chrétiennes, on peut avoir des fois des assemblées où on va en parler un petit peu et des fois pas du tout, ou en tout cas on va nous dire ne faites rien avant le mariage. Mais même cette question-là, en fait, d'attendre, on ne nous explique pas pourquoi. Quelles en sont les vertus, comment attendre, pourquoi attendre, quels en sont les bénéfices. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes éduqués sexuellement? Si oui, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes éduqués? Je dirais oui, à 100%, je me sens vraiment éduquée sexuellement, mais j'ai cherché cette éducation. Je l'ai vraiment cherchée, j'en ai fait un peu, bon après je suis très tête chercheuse, quand je me lance dans un sujet, il faut que j'aille fouiller, il faut que je regarde, je diversifie mes sources. Après, j'ai ce recul pour pouvoir choisir ce que je garde et ce que jette. Mais vraiment, je me suis éduquée. Comment j'ai procédé, c'est beaucoup par la lecture. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur le sujet, voilà. Et je suis partie chercher, du coup, les bonnes lectures pour alimenter les questions que j'avais, des sites informatifs, des sites plus ou moins pédagogiques pour pouvoir vraiment bien... je parle de sites informatifs. T'inquiète, nous sommes comprises. Je parle de sites informatifs avec des articles, tout ça et tout. Rédigés soit par des sexologues, soit par des médecins, soit par des thérapeutes dans le domaine de la sexualité, ou des praticiens dans ce domaine-là. Donc vraiment, oui, je peux dire que vraiment je me suis éduquée et que j'ai constitué vraiment ce qui est mon éducation de par la lecture. Mais du coup, je rebondis, je te challenge un peu. Est-ce que tu considères aujourd'hui, par exemple, que du coup, tu n'as plus rien à apprendre? Ah non. J'ai l'impression que la sexualité est un de ces sujets pour lesquels on n'en finira jamais d'apprendre. C'est ça qui est super intéressant pour la curieuse que je suis. Parce que je me dis, mais c'est vraiment le sujet sans fin, en fait. Autant on apprend sur l'aspect psychologique, sur l'aspect physiologique, de la sexualité, mais aussi sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect spirituel. Enfin, c'est vraiment un sujet extrêmement vaste et un acte extrêmement beau et extrêmement profond. Donc, du coup, on peut le prendre vraiment sous tellement d'angles. Donc, je suis, je pense, un peu excitée sur le chemin qu'il me reste encore à apprendre intellectuellement dans ce domaine-là. Moi, je la rejoins complètement. Moi, étrangement, j'ai eu vraiment cette soif d'éducation dans le mariage. Ouais, pas forcément avant, j'avais pas cette curiosité. J'ai grandi, je ne sais pas pourquoi, avec la mentalité que la sexualité est instinctive. Encore une fois, c'est Hollywood, peut-être, dans ma tête, qui m'a déformée. Mais tu as l'impression que deux personnes se rencontrent et boum, l'alchimie apparaît, que c'est automatique et que c'est tout de suite le 7e ciel. Et en fait, en grandissant, et notamment dans le mariage, tu apprends que c'est pas toujours le cas. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment eu la curiosité, en fait, de connaître et de comprendre, finalement, l'acte sexuel, c'est quoi? Tu vois, quel est le but derrière? Quelles sont les différences hommes-femmes? Parce que c'est pas toujours les mêmes fonctionnements, etc. Et moi, c'est vrai que ça a été beaucoup les livres. J'ai beaucoup lu, je suis très curieuse aussi, même quand il y a des reportages, des analyses, etc., qui vont parler, que ce soit d'un point de vue même un peu plus scientifique, parfois, sur le plaisir, le désir, l'acte sexuel en lui-même. Et en fait, je suis vraiment, moi, dans ce cheminement, pareil, je trouve que c'est un sujet qui n'a pas de fin. Et en plus, qui est assez différent en fonction des saisons. Parce que la sexualité à 20 ans, la sexualité à 30, 40, 50, elle évolue. Et c'est pas toujours ni les mêmes besoins, ni les mêmes pensées. Donc, je me sens vraiment, en fait, dans ce cheminement-là. Mais qui, étrangement, est venu vraiment plutôt tard. Moi, c'est vraiment début trentaine, où j'ai commencé un peu à être titillée, que j'avais cette curiosité d'aller en savoir plus. Pas forcément avant. Début trentaine et bien installé dans le mariage. C'est ça. Ok, très bien. Assez tardivement quand même, du coup. Peut-être. Oui. Mais finalement, je me dis, entre le moment où une jeune fille devient un peu une femme, finalement, voit son corps changer, commence peut-être ou pas à avoir une libido, des envies, des désirs, etc., se questionner, se chercher, peut-être même des fois ne pas se comprendre sur les changements dans son corps. Et 30 ans, en fait, où on commence à faire le choix conscient de s'éduquer, de chercher des ressources, il y a un gap.
je vais parler un peu de moi parce que du coup, ça me parle un peu ce gap. Parce que justement, moi, je trouve que ça fait récemment, en fait, ça fait peu de temps finalement, que j'ai commencé également à m'intéresser à la question, à me poser justement qu'est-ce que c'était le sexe, pourquoi Dieu même l'a créé, parce que je suis convaincue que le sexe est une création de Dieu au même titre qu'il a créé notre corps. Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais justement, moi, ce moment où ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières semaines, où j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé également des reportages, je me suis mangé une claque. Une claque énorme, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais à côté, mais totalement de ce qu'était la sexualité, de ce qu'elle représentait, de comment elle devait se pratiquer, le cadre dans lequel elle devait se pratiquer. C'est vrai que je le connaissais et je ne l'ai pas respecté, je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer dedans. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte en fait, de comment la société dans laquelle on vit biaise totalement la sexualité et du coup la pratique, les attentes qu'on va avoir, cette fameuse compatibilité sexuelle dont on va un petit peu parler, j'aimerais beaucoup On en parlera. qu'on en parle tout à l'heure. Quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait ce préjugé comme quoi les hommes ont plus envie que nous. Et bien en fait, les études montrent que pas du tout. Les femmes ont autant envie que les hommes parce qu'on a autant de glandes, alors c'est quoi le mot, lipidales que les hommes. C'est simplement en fait qu'il y a une différence sur la manière dont le désir monte chez nous. Yes. Et ça, ce serait super intéressant qu'on puisse en parler, si vous le souhaitez ou pas. Mais du coup, je vais quand même laisser reprendre Cindy et Agnès la parole pour savoir du coup, aujourd'hui, est-ce que vous situez un petit peu par rapport à l'éducation sexuelle, par rapport à quand plutôt enfant, plus jeune, on se pose des questions et aujourd'hui, dans cette vie de femme un peu trentenaire, qu'on soit célibataire ou mariée, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Déjà, en écoutant les filles parler, ça m'a fait me réaliser que je t'ai dit une bêtise. La première fois que j'ai entendu parler de sexe, finalement, c'était pas forcément à l'école, c'était dans les livres. Ma mère, elle avait acheté des espèces de séries d'encyclopédies, des grosses encyclopédies. Je sais pas si vous en aviez chez vous aussi, qui parlent de tous les sujets. Rouge Bordeaux, numéroté 1, 2, 3. C'est ça, exactement. Et je sais que comme j'étais un petit rat de bibliothèque quand j'étais petite, je feuilletais une des encyclopédies, je suis tombée sur sexualité et j'ai vu en fait... mais carrément, il y avait le dessin d'un rapport sexuel, quoi, carrément. C'est comme ça que j'ai su, en fait. C'est comme ça que j'ai su. Et ça m'a jamais vraiment quittée parce que, après, quelques années plus tard, je sais que ma mère, elle ramenait souvent des magazines. Elle les lisait même pas, je crois qu'on les lui donnait. Des magazines genre Elle, Cosmopolite. Dans Cosmo, je crois que ça n'existait pas encore, mais Elle, Vogue, ce genre de choses. Et je lisais, en lisant le truc, je tombais sur la rubrique sexo, donc je lisais. Donc c'est comme ça que j'ai appris pour l'histoire des règles. C'est comme ça que j'ai su comment ça se... Alors que, j'ai vécu dans une famille de femmes, hein. C'est juste que je pense que... On s'est dit, tant que t'es pas à l'âge, tant que tu les as pas, on t'explique pas forcément ce que c'est. Donc en amont, j'ai appris avec ces magazines-là. Et en fait, ça m'a jamais quittée. Je me suis toujours un peu éduquée au moyen des livres par rapport à la sexualité. Quand je suis arrivée à l'adolescence, surtout au lycée, quand il y avait le passage sur la reproduction, je cherchais un petit peu plus loin pour savoir comment ça fonctionnait. Les zones du cerveau qui produisent des hormones, qui font que nanana, que tu ovules, blablabla. Bref, ça m'a jamais vraiment quittée. Et encore aujourd'hui, je lis quelques livres. Alors par contre, quand je les lis dans le train, je fais attention à ce qu'il y ait personne qui soit au-dessus de mon épaule. Qu'est-ce qu'elle lit, celle-là? Je fais un peu attention. Je suis Rachel dans le train. Je suis un peu comme ça. Mais je dirais que oui, je suis éduquée en théorie sur certaines choses, sur les généralités. Je pense pas être ignare. Après, comme nous disent les filles, c'est un puits sans fin. Donc voilà, je vais pouvoir approfondir et je trouve que la gêne justement qu'il y avait peut-être dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, je ne la retrouvais pas dans les livres, puisque c'est un livre qui parle du sujet, donc en soi, c'est assez clair et sans tabou, et j'étais plus à l'aise, exactement, j'étais plus à l'aise, Pour ma part, en fait, mes parents m'ont quand même appris quand on était plus jeune que effectivement le sexe, en fait, on apprenait tout avec son partenaire dans le mariage, justement, et que c'était, en fait, c'était pas tout d'un coup, tout de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont ils nous ont parlé librement quand on commençait à avoir peut-être, quand on était au lycée, peut-être dans ces eaux-là, de dire mais non, mais la sexualité, c'est pas les films porno, c'est pas comme ça, c'est beau, c'est quelque chose de beau. Et donc, j'ai toujours eu cette belle image de ça, en fait, de cet acte-là. D'ailleurs, ça me fait rebondir du coup et un petit peu introduire l'histoire de compatibilité sexuelle. Parce que dans mon cas, je pense que c'est un des plus gros mensonges que le monde a pu vendre, continue de vendre et m'a fait croire.
Donc, je trouve ça super intéressant que tes parents, justement, t'aient très tôt mis dans la tête, en tout cas quand vous étiez en âge, tes frères et sœurs, de comprendre ce qu'était le sexe, de comprendre que c'était un processus, que le sexe s'apprend. Oui, gros disclaimer. Le sexe s'apprend. C'est pas juste on se rencontre, ça s'emboîte ou ça s'emboîte pas, ça ne marche pas. Mais le sexe s'apprend. Non mais on en rigole, mais parce que je t'assure que là, je pense et j'espère vraiment que cette vidéo, que les gens vont du coup le comprendre et le digérer, parce que je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent en se disant, on s'aimait, on était ensemble, on était en couple, tout était bien, et patatras. On n'était pas compatibles. On n'est pas sexuellement. compatibles. Et est-ce que ça, pour vous, c'est pas aussi dû à cette société où aujourd'hui on a un petit peu, alors je reviens un petit peu non pas au capitalisme, mais à la libérisation, où finalement on veut tout consommer tout vite, tout de suite. On veut plus attendre, on veut plus apprendre, on n'a plus la patience de s'écouter, de connaître son corps, ses désirs, de savoir aussi quels sont ceux de son partenaire, de son conjoint. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça? Concrètement, parler de compatibilité sexuelle, c'est aussi accepter l'idée qu'on puisse être incompatible. Et comme on le sait, en testant la personne. Et je trouve ça terrible vraiment d'en arriver dans un domaine qui est vraiment pour moi, je trouve, extrêmement sacré, extrêmement divin et précieux, de se dire, je te prends à l'essai. Je te prends à l'essai. Si tu tombes juste dans les, si tu tombes juste dans les premières fois où on le fait, c'est bon, on continue ensemble. Mais si par mégarde, je sais pas, le stress, la tension, l'appréhension, voilà, ça ne marche pas, tu ne vaut pas le coup que je construise une relation avec toi. On prend l'histoire complètement à l'envers. Le sexe devient la base de la relation. Plus du tout la vie, le cheminement, le mariage, les valeurs, rien du tout. C'est le sexe qui prend la première place. Et après, ta personne, concrètement, en fait, je m'en fiche. Parce que tu sois une bonne personne ou pas, ou qu'on soit compatible sur tous les autres aspects de notre vie, si à l'essai, dans cet aspect-là, ça ne fonctionne pas, c'est mort. Et c'est terrible, en fait. On se retrouve finalement à être sur le lit de Jean-Pierre lundi, et puis mardi matin, on nous apprend que non, en fait, ça va pas le faire, au revoir, quoi. Et la pression... c'est terrible. Pardon, Sarah. Et la pression, du coup, qui est mise sur les hommes par rapport à ça, les femmes aussi, mais je trouve que à la limite, je pense qu'il y a plus d'hommes qui se sentent peut-être impuissants la première fois, ou en tout cas qui ont peur de l'être, et donc qui se retrouvent un peu déstabilisés par cette pression que la société leur met de dire tu dois assurer dès le premier coup. Alors que pas du tout, en fait. Vrai. Pas du tout. Le premier coup n'est pas significatif de la relation sexuelle sur le long terme, en fait. Donc si effectivement tu bases toute ta relation sur juste un rapport sexuel, c'est dommage parce que la personne peut passer à côté de tellement d'opportunités, justement, de tomber sur une personne qui est bien, qui vaut au-delà de ça, même dans le mariage. Ceux qui veulent divorcer. Et puis, moi, on m'avait beaucoup dit, c'est une question de communication aussi, de savoir se dire les choses, de savoir, et peut-être que à certains moments, on peut être gêné de dire, en fait, j'aime ça, j'aime pas ça, j'ai besoin de ça et pas ça, parce que c'est un sujet tellement, à la fois tellement sali dans la pornographie et à la fois tellement tabou dans la relation à deux, en fait, que parfois la communication bloque, en fait. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et par rapport à ce que tu dis concernant la communication, je trouve que, alors, hormis le fait que les hommes, la société leur met une pression, du côté des femmes, je trouve qu'il y a un conditionnement qui fait qu'on ne va pas forcément oser exprimer ce qu'on veut. Et pas se plaindre, mais mettre le doigt sur ce qui ne va pas, parce qu'on est des femmes, quoi. Parce que pendant longtemps, on nous a fait... Voilà, on nous a servi le discours que comme quoi dans le mariage, surtout en ce qui concerne les relations sexuelles, qu'on était surtout nous là pour servir. Donc si t'es là pour servir, en général le serviteur on lui demande pas son... Pardon, non mais c'est vrai, le serviteur on lui demande pas son avis. Voilà. Et ça associé au fait que les hommes, alors tu nous as dit que c'était pas forcément vrai que la libido, en termes de libido, qu'on était au même niveau, mais on nous a vendu que les hommes étaient beaucoup plus portés par le sexe que nous, c'est-à-dire que voilà, plus portés par le sexe que nous. Dès lors qu'on parle de devoir conjugal, si eux ils sont plus portés par le sexe, c'est que ça leur plaît, donc le devoir ne tend que de notre côté à nous. Donc déjà ces éléments-là font qu'en tant que femme, on est conditionné à ce terme, même si ça va pas. Et ça empêche une communication, et donc puisque communication est empêchée, ça peut empêcher des relations qui auraient pu avoir un magnifique avenir, de se consolider et de rester d'actualité finalement. En tout cas, c'est mon point de vue. Déjà, tu vois, tu as fait bondir mon cœur, rien qu'avec le terme devoir conjugal. Arrêtons ce terme, pitié. Vraiment, le devoir conjugal, je trouve que rien que dans ce mot-là, tu sens déjà un poids
Tu sens déjà une obligation, tu sens déjà une forme d'esclavage presque, tu sais, dans le cadre. Alors, je l'entends, je le comprends, mais je sais pas, rebaptisons-le le plaisir conjugal, la joie conjugale, le partage conjugal, mais que ce soit un truc fun pour les deux, en fait. Ouais. Et pas le côté devoir, genre t'as des droits et des devoirs. Donc Mhm. bon, bref. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, ce que tu disais sur les femmes, je pense que pendant longtemps, on a tué le désir ou le plaisir féminin. Ça n'existait pas, en fait. C'était pas une composante qui rentrait dans l'équation. De toute façon, on le voit aujourd'hui, que ce soit la pornographie qui a clairement, de toute façon, érigé ça comme base, en fait, d'une sexualité. Aujourd'hui, on est quand même dans une sexualité qui est très phallique, qui va commencer à la pénétration, qui va se terminer à l'éjaculation. Clairement, ça, c'est la sexualité. Il a fini d'éjaculer, l'acte est terminé. Donc là, déjà, à la base, il y a un énorme problème, parce que ça veut dire que ça fait des millénaires qu'il y a des femmes qui sont en galère. Vraiment, une pensée pour elles toutes. Big up. Non, mais... On a une pensée Ah pour là, elles toutes, les parce que... sacrifiés. Non, mais c'est ça. Et je pense que justement, comme ce désir était tu, faut pas oublier qu'aujourd'hui, au tout départ, en tout cas, les femmes qui osaient exprimer leur désir ou leur plaisir étaient vues comme des femmes légères, étaient vues... Déjà, aujourd'hui, même dans notre société, une femme qui va dire qu'elle aime la sexualité, qu'elle aime faire l'amour, c'est mal vu. C'est une info. Oui, non, mais C'est le raccourci. ça va tout de suite être mal vu, alors que chez un homme, ce sera jamais péjoratif. Bien sûr. Alors que je pense qu'aujourd'hui, tu as plein de femmes qui aiment parfaitement faire l'amour, qui en plus, si elles ont un partenaire généreux, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, etc. Et qu'on n'est pas du tout dans le conditionnement l'homme veut et la femme a la migraine. Donc je pense qu'il faut sortir aussi, tu vois, de ce truc-là, Exactement. de les femmes sont frigides, ne veulent pas, n'ont pas de désir, n'ont pas de machin. Tu l'as très bien dit, le désir est différent. Il vient différemment, il s'exprime peut-être différemment, mais il est là en fait. Et je pense que quand on rentre justement dans une sexualité où on a compris que c'est quelque chose à cultiver, à créer, à rechercher, à nourrir, à faire grandir, etc., l'homme saura comment provoquer le désir de sa femme. Et vice-versa, en fait. Donc, on va vraiment rentrer dans des vases communicants. Et je pense que c'est vraiment important. Moi, je pense que la compatibilité, c'est un bullshit immense. Et je le dis vraiment parce que moi, j'y ai cru. Hein, j'y ai adhéré longtemps à cette histoire de « Ah bah oui, si ça va pas sexuellement, c'est mort, gna 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 gna. » Et en fait, je pense que mais tu pourrais chercher, essayer la moitié du monde, en fait. Non, mais Ne vous lancez pas. comprenons bien, tu pourrais essayer les 3/4 de la France, que tu pourrais toujours être frustré, en fait, dans cette incompatibilité. Et je pense vraiment que cette compatibilité-là vient déjà d'un désir des deux, de découvrir l'autre. Parce qu'en fait, c'est déjà, il n'y a pas de vrai désir ou d'amour de prendre le temps de découvrir le corps de l'autre. Ça n'ira pas. Je pense qu'il faut aussi beaucoup déconstruire. Parce que malheureusement, on parlait de sexualité. Je pense que le piège, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes ou beaucoup de jeunes femmes qui vont coucher tôt vont se dire « c'est bon, on sait faire l'amour en fait ». Et on oublie que faire l'amour, ça s'apprend. Et que pire encore, faire l'amour ne sera pas pareil avec Pierre ou avec Paul. Parce qu'ils n'ont pas le même corps, parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Et tu as beaucoup de gens qui rentrent dans leur tête, les femmes aiment ça. Donc je rencontre une femme, bim, 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 je fais tout mon automatisme. Et en fait, si elle n'est pas réceptive, c'est elle qui a un problème. Parce que moi, je sais ce que aiment les femmes, en fait. Et vice-versa, une femme va rencontrer un homme, faire toute sa démonstration de gymnastique. Et le truc, c'est que derrière, si derrière, il n'y a pas réceptivité, bah, c'est toi qui as un problème. Parce que moi, j'ai testé plein d'hommes et je sais que c'est ce que aiment les hommes, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte déjà de cette mentalité et de se dire, la femme ou l'homme que tu as devant toi est unique, en fait. Donc déjà, avant toute démonstration, il va falloir communiquer, savoir qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce qu'il ressent. Est-ce que ça lui plaît pas? En fait, repartir à zéro et rentrer vraiment dans l'unicité, en fait, des partenaires et d'arrêter de calquer des stéréotypes, des trucs qu'on nous dit, un tel aime ci, un tel aime ça, qui sont complètement faux et qui font que, je pense, derrière, culpabiliser les femmes. Regardez pendant combien d'années les femmes se disaient « Oh, j'ai pas d'orgasme vaginal, c'est terrible. » Des années après, on te dit « Ah ben en fait, ça n'existe pas. » Non mais vous vous rendez compte? Tu dis pendant des millénaires, on t'a vendu, un homme te pénètre, bim, tu devrais avoir un orgasme. Et tu dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Puisque je n'en ai pas. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, il faut vraiment déconstruire. Hollywood nous a vendu un rêve et la pornographie un cauchemar. Et vraiment... Amen. Bien trouvé. Amen, hein. À surligner. Vraiment. Il faut déconstruire et il faut déconstruire et se dire la vérité. Construire une relation, ça demande du travail.
Construire une sexualité saine avec son épouse, ça demande du travail. Alors oui, c'est moins sexy de dire ça, c'est C'est moins ça. féerique, mais c'est la réalité en fait. Et je vois pas quel ouvrage peut être beau si on n'y a pas mis du travail, du temps, des efforts et de L'investissement. l'intentionnalité Et parfois des et de échecs. l'investissement en fait. Et pour pouvoir développer à long terme ces relations, on a besoin d'un cadre sécurisé qui est l'engagement. Finalement, pourquoi on voudrait s'engager à attendre, de connaître le plaisir de l'un et de l'autre, ce qui lui va, ce qui lui va pas, comment on s'accorde ensemble si on n'est pas engagé ou si on n'a pas la pensée de s'engager en fait. Il n'y a aucun C'est trop intérêt. d'énergie. C'est trop d'énergie. Et si on veut du tout cuit tout de suite. Exactement. Parce que justement, ce que tu disais, je rebondis, c'est super intéressant. Mais le fait de s'investir, d'apprendre, de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ok, on peut réessayer, etc. Bah, ça présuppose qu'on envisage quelque chose de beau, de durable, dans un cadre Dans la longueur. vraiment béni et sain. Mais quand on est dans un mood un petit peu où on veut du vite fait, bien fait, De consommation. ça ne répond pas. C'est incompatible. Pour le coup, ça, c'est une vraie incompatibilité. Ce n'est pas possible d'avoir quelque chose de beau, de bon et qui permet justement, je pense, parce que, en tout cas, ma conviction est que vraiment, le sexe a été créé par Dieu vraiment pour rendre l'homme et la femme un, qu'ils aient un lien unique, qu'ils puissent être attachés, qu'ils puissent s'aimer même davantage, que ça puisse être vraiment comme un carburant qui alimente un petit peu l'amour entre l'un et l'autre. Et je me dis, quelqu'un nous lit, nous écoute plutôt, et se dit, ben merde, moi j'ai eu des relations sexuelles tôt, j'ai une méconnaissance totale sur ce qui est ma libido, un clitoris. Comment aujourd'hui je peux déconstruire toutes ces montagnes? Par rapport à quelqu'un, par exemple, qui se dirait, moi, c'est foutu, j'ai, par exemple, eu des relations avant le mariage, moi, c'est fichu, ma sexualité, j'ai pas tenu ma virginité, par exemple. Une personne comme ça, j'ai envie de lui dire, Dieu restaure la sexualité de toute personne, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, Dieu restaure vraiment. Il faut le laisser restaurer. Pour vous partager notre témoignage, nous, on avait donc couché avant le mariage. Je me sentais liée à lui d'une mauvaise manière. Et en fait, je me disais, c'est trop tard, je peux pas revenir en arrière. En fait, une fois que j'ai couché avec lui, voilà. Donc on continuait, mais moi j'étais pas en paix avec ça. Je voulais me garder pour le mariage à la base, vraiment j'avais à cœur ça. Et en fait vraiment dans la préparation au mariage, je sentais que c'était pas bien. Je sentais, j'avais toujours cette culpabilité même quand on le faisait. Enfin vraiment j'étais pas en paix avec ça. À un moment donné, Dieu m'a parlé vraiment sur le fait que stop, on fait un temps de remise à zéro et on arrête en fait. On se garde pour le mariage. Et donc 8 mois, pendant 8 ou 9 mois avant le mariage, on a décidé de faire cet acte de dire ok, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard avec Dieu, vraiment. Amen. Et de se dire, moi j'ai vraiment donné à Dieu le fait de dire Seigneur, restaure notre sexualité mutuelle, c'est-à-dire restaure toutes les choses passées qui ont pu se passer justement dans notre corps, etc. Même le fait de s'être lié à d'autres personnes avant, de vraiment dire à Dieu, restaure ça en nous. Et de se dire comme si ça allait être notre première fois, justement, le lendemain du mariage. Et donc on a tenu, oui, c'était dur. Du coup, bon, il y a eu 2 chutes. Mais vraiment, en fait, moi, ça m'a permis de retrouver ma liberté de décision par rapport à lui. Parce qu'en fait, quand on dit que avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est être en quelque sorte un peu esclavisé, enfin être un esclave du sexe, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je me disais, je n'ai plus ma liberté, en fait. J'ai déjà donné mon cadeau. Et du coup, là, c'est comme si ça s'était inversé, comme si j'avais cette liberté de choisir et de le choisir entièrement. De ne plus le choisir parce que j'ai couché avec lui, parce que je lui ai donné ma première fois, etc., enfin, ma virginité. Et donc, vraiment, j'encourage tous les couples qui veulent faire ce chemin arrière, que c'est possible et que ça marche et que vraiment Dieu est là pour nous soutenir, Dieu est là pour nous faire mûrir. Et la sexualité n'en est que plus belle après le mariage, vraiment. Amen. Ouais. Un autre tip que je donnerais, ce serait vraiment avec ayant grandi dans le milieu des églises, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle la purity culture. Cette purity culture a pour idée de se dire, voilà, on va attendre avant le mariage, ce qui est une très bonne chose et que je recommanderais vraiment autant que je le pourrais. Mais ça a aussi avili et sali l'image de la sexualité, de la sexualité de manière générale. À dire, il ne faut pas le faire, quand on n'est pas engagé dans le mariage, ce qui est une bonne chose. On a aussi dit, le sexe c'est sale, c'est mal, c'est nanana. Et ça a beaucoup entaché aussi l'image
que des gens peuvent avoir, même des chrétiens peuvent avoir de la sexualité. Donc je dirais, ouvrez vos Bibles, chapitre Cantique des Cantiques, et regardez comment le Seigneur a designé la chose, comme c'est beau, le plaisir qui est décrit, comment c'est délectable, comment c'est précieux, pour déjà refaire un peu sa propre vision de la sexualité, et puis aussi se documenter. Moi, pendant le premier confinement, j'ai fait une étude sur le livre de Rachel Dufour, Aura pour le vajayjay, et ça a vraiment révolutionné pas mal de choses en moi sur le sujet. Donc, documentez-vous, et puis aussi, oui, déconstruisez cette image que vous avez de la sexualité qui peut être entachée par les erreurs ou aussi parce que la société peut en dire. Comment vous expliquez aussi, parce que moi, c'est une vraie question que je me suis posée en travaillant ce sujet, comment ça se fait finalement qu'il y ait autant de tabous quand finalement on se voit nu et on partage l'intimité. C'est quand même vraiment un mystère. Non, mais c'est vraiment un mystère de se dire que finalement on se voit nu, on a une relation sexuelle super intime et puissante, puisque en plus en tant que femme, nous recevons l'homme en nous. Non, mais c'est vrai, la femme accueille l'homme, la femme accueille la relation sexuelle, et finalement on n'ose pas se dire les choses. Pourquoi ? C'est un vaste sujet. ce faux rêve que oui, ça doit être instinctif et que il te regarde et il doit tout comprendre, tout combler sans que tu n'aies rien à dire. Cette idée de travail, il faut que je fasse un effort pour que ça ressemble à quelque chose, ça j'ai l'impression que c'est un truc qui rebute en fait. J'ai même l'impression qu'on se dit non mais s'il faut que je bosse dessus, s'il faut que je dise ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas normal. C'est que vraiment on est incompatible, c'est que ça marche pas, alors que c'est complètement faux. Et peur de blesser l'autre aussi, peut-être peur de... Enfin, par exemple, certains hommes, ton mari, si tu lui dis ça, tu fais mal, tu as peut-être peur de le vexer aussi, tu vois, qu'ils le prennent mal, qu'ils se ferment, qu'ils disent bah moi j'ai plus envie, et vice versa, parce que c'est tellement un sujet délicat. Faut y aller avec beaucoup de douceur, je pense, dans cette communication-là. Ça se fait pas comme ça, oh c'était nul. Aussi la dévalorisation qu'on peut avoir, les mots dévalorisants à la fois et pour lui et lui vis-à-vis de moi, c'est hyper important dans la relation de se sentir valorisée, de se sentir aimée, de se sentir belle. Je pense que nous les femmes, on a souvent peur de blesser, de vexer, de choquer ou de couper justement la personne dans son élan. Mais je pense qu'en fait, on a la nécessité de le faire. Je pense qu'on n'a vraiment pas le choix, parce que ne pas parler, c'est s'enfermer dans une prison où tu te mets dans un cercle vicieux, en fait, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pour moi, c'est pareil que les femmes, par exemple, qui vont simuler un orgasme. Comment tu veux dire après à la personne, en fait, non, je ressens rien, j'ai fait semblant. Enfin, tu vois, tu te mets dans un cercle vicieux parce que la personne pense faire bien, comme tu lui montres les signes qu'elle fait bien. Et en fait, lui dire ensuite, finalement, ce que tu as fait, c'était pas bien parce que j'ai fait semblant, c'est terrible pour lui. Enfin, moi, je trouve, tu te dis, mais en fait, je vivais le truc tout seul, tu vois, la personne n'était pas avec moi. Donc, je pense vraiment que dans le couple, alors oui, il faut le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de patience, parce que le but n'est pas de casser, ni de détruire, mais au contraire d'avancer. Mais quand on n'aime pas ce qui est fait, quand, je sais pas, ça nous fait mal, quand ça ne nous plaît pas, il ne faut pas avoir peur, je pense vraiment, de le dire avec beaucoup d'amour. Non, pas comme ça, ou stop, ou ça ne m'intéresse pas, ou je ne veux plus le faire. Parfois, peut-être à essayer, ça ne te va pas, donc tu ne veux plus le faire. Il faut vraiment avoir cette liberté. Et aux hommes, par contre, je conseillerais vraiment d'avoir en fait beaucoup d'écoute et de remise en question. Parce que je pense que c'est vraiment difficile pour les hommes. On les a mis dans des positions, comme tu l'as dit en plus, où ils ont, je pense, une pression peut-être plus forte. De performance. En effet, de performance à tous les niveaux. Donc vraiment, faut délivrer quoi. Donc quand le mec ne délivre pas, c'est compliqué. En plus, on sait des fois les filles, on peut être très mauvaises. Les conversations entre filles où tu vas dire tel type, tel mec, etc. Et comme ci ou comme ça, je pense que la plupart des hommes ont déjà entendu ce type de conversation, des choses qui leur sont venues. Donc c'est une forme de pression aussi qui est mise en fait sur l'acte. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils se disent, déconstruisons tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris sur le plaisir féminin en fait. Et écoute la personne en face de toi. Écoute ta femme, écoute ce qu'elle te dit. Pour moi, c'est ça en fait qui a de la valeur. C'est pas ce que la société t'a montré, ce que la pornographie t'a montré, ce qu'on te dit que les femmes aiment, mais vraiment remets-toi en question. Je pense que les hommes, il faut beaucoup d'humilité pour retirer en fait ce qu'il y a dans leur tête et à réapprendre. Sans se dire pour autant que je suis un loser, que je suis pas à la hauteur, etc. Donc il faut vraiment trouver un équilibre comme ça, réapprendre, se remettre en question, écouter sa femme et les femmes, parler quoi. Parler. Je veux dire, aujourd'hui, la parole est libérée, mais si on ne s'en sert pas aussi pour pouvoir exprimer, finalement, comment tu veux que l'autre s'améliore si tu ne lui dis jamais réellement
ce dont tu as besoin, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et dans tous les sens. Je pense que les hommes aussi doivent apprendre justement à sortir de ce truc où le plaisir masculin, c'est ça, et ne pas avoir peur d'exprimer. Ce truc sur le désir, notamment masculin, moi, je trouve que c'est une vraie pression pour eux, même de se dire, un homme a tout le temps envie. Mais c'est faux. Je veux dire, tu as des hommes aussi, avec le boulot, avec tous les stress du quotidien, qui parfois n'ont pas envie. Donc, quand on te colle aussi cette étiquette, ça te met une pression d'être en mode, je suis pas un homme parce que je n'ai pas envie H24. Tu vois, c'est pas ça, en fait. Donc, je pense il faut vraiment que chacun dans le couple sorte de ces stéréotypes, accepter finalement aussi le rythme de l'autre. Parce que moi, je pense que les relations sexuelles et les rythmes, c'est une question aussi de saisonnalité. Donc vraiment, tu as des saisons où même 5 fois par jour, personne ne peut vous arrêter. Des saisons où il faut se dire « Ah ok, salut, t'es encore là toi ?» Donc il y a des saisons plus compliquées que d'autres, mais il ne faut pas se juger, il ne faut pas se condamner. Je pense qu'il faut vraiment essayer aussi de créer son propre rythme. Pas chercher des rythmes qu'on nous dit à l'extérieur. Si vous ne faites pas l'amour 3 fois par semaine, vous êtes en échec conjugal. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, faut déconstruire, c'est ça aussi. C'est ça, ouais. Le renouvellement vraiment de l'intelligence dans ce domaine. Et je pense qu'aussi, on a une posture un peu hypocrite, nous les femmes, parce qu'on pense que la pornographie, c'est principalement un fléau pour les hommes. Donc bon, eux, ils doivent... Aujourd'hui, c'est quasiment pareil. Je pense que la masturbation et la pornographie sont un fléau uniquement chez les hommes, mais c'est faux. C'est faux. Les études te montrent que c'est à peu près maintenant. Les femmes sont autant, je pense, impactées que les hommes. De toute façon, toute la société, globalement, on a été déformée par la pornographie et tout ce qu'elle a engendré dans nos foyers, même. On va pas l'évoquer aujourd'hui, même chez nos enfants, où de plus en plus tôt, les études nous le disent, les enfants sont de plus en plus tôt confrontés à la pornographie. C'est pour ça que j'avais dit un petit peu en intro, en vous posant la question justement, est-ce qu'il y a eu une éducation sexuelle chez vous, quand est-ce qu'elle a été faite, etc. Parce qu'on pense parfois évoquer le sujet avec les enfants à 15 ans, 16 ans, et des fois, il est trop tard. C'est déjà trop tard. Il est trop tard. Tu as 16 ans aujourd'hui. Exactement, tu as plusieurs années de retard. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que j'avais regardé en faisant des recherches et en préparant le sujet. J'ai vu un article du Huffington Post qui date un petit peu, alors il date de 2014. Mais en gros, on avait posé la question aux sexologues, à plusieurs sexologues, de savoir quels étaient les principaux problèmes auxquels étaient confrontés les couples d'un point de vue sexuel. Il y en a eu 10, mais les 2 premiers, ce sont ceux qu'ont évoqué Sandra. Le premier, ce qui revenait souvent, c'est la libido. Le problème de libido entre l'homme et la femme, oui. Le non-match, c'est ça? Le non-match, tout à fait. Sur le fait que la femme ou l'homme a envie, pas au même moment, etc., que ça crée des frustrations. Le fait d'avoir envie quand ton partenaire n'en a pas envie, tu n'arrives pas à bien le traduire, ou tu vas le garder sur toi, ou tu le traduis mal en étant plutôt dans l'attaque et dans la répréhension plutôt que tout simplement l'information et la communication de tes besoins et de tes désirs. La deuxième chose qui est le plus remontée auprès des sexologues, en tout cas dans cet article qui a quelques années, c'était le manque de temps pour faire l'amour. Et je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez du sexe planifié. C'était un petit peu le sujet qui était un peu à la mode dernièrement sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va évoquer pour finir et conclure. Il y a une grosse team carrément contre, qui pense que prévoir les relations sexuelles, c'est couper l'envie, c'est couper le fantasme, le délire, la pulsion et tout ce que tu veux. Et tu as la team, si on ne prévoit pas, il ne se passe rien. Ouais. Donc, il faut prévoir, il faut être intentionnel. Et qui plus est, non, prévoir une relation sexuelle dans la semaine ou plusieurs dans le mois, ça ne coupe pas le désir, ça peut même le faire monter. Oui. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Vas-y. Vas-y, Agnès. Si tu as les tips d'Agnès. Elle voulait en parler, dis-nous. Non, je pense que oui, effectivement, ça peut aider certains couples qui n'arrivent pas à le faire d'eux-mêmes ou qui ont perdu l'envie à relancer un certain désir, parce que plus on le fait, en fait, plus ça nous donne envie, je pense, l'appétit vient mangeant. Exactement. Et moi, je dirais même au-delà de ça, nous, on avait instauré un petit rendez-vous en fait dans la semaine où en fait on avait fait un petit dîner avec des bougies. Et tout ça va vraiment au-delà juste de se dire allez, c'est l'heure, viens dans la chambre. Tu vois, tout ça va. C'est pour moi le devoir. Voilà, pour moi, ça peut être au-delà juste de s'accorder ce temps-là. De se dire, profitons-en, allons boire un verre dans un bar à côté de chez nous. Mais ça peut aussi se faire, vraiment avec des chandelles et tout. Il y a moyen de faire une ambiance très romantique, une ambiance tamisée, oui, de mettre une petite musique.
de dire c'est pas juste un moment pour ça, mais c'est aussi un moment pour ranimer notre femme de connexion. manière globale, en fait, d'être dans le romantisme. Et ça, je pense que pour une femme, et je pense que même pour l'homme, vraiment, ça éveille un certain désir qui peut revenir, justement. Donc, je trouve que cette idée de faire des rendez-vous, moi, j'aime beaucoup. J'aime Ok. beaucoup et je suis pour. T'es team pour. Moi, pendant longtemps, j'étais team contre. J'ai évolué dans ma position là-dessus. Pendant longtemps, j'étais team contre parce que j'étais un peu, tu sais, quand tu es au début du mariage, pour moi, c'est le sexe, c'est instinctif. Il n'y a pas besoin, pour moi, le fait de planifier, ça tuait un peu la spontanéité, en fait, du truc, parce que tu es en mode, ah ouais, c'est jeudi. Tu vois, je trouvais que ça tuait un peu le truc. Et en fait, ouais, pendant longtemps, ça me parlait pas. Et franchement, on aurait fait ce débat il y a peut-être 5 ou 6 ans, je vous aurais dit, mais non, surtout pas. Je trouve que, voilà, pour moi, ça tue vraiment la spontanéité du couple. J'ai vraiment évolué avec le temps. Et surtout aussi, les rythmes de vie qui ont changé. Les enfants, C'est ça. parce qu'on a quand même 3 enfants et bientôt 4. Donc, c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, quand tu ne prévois pas, bah, tu as de moins en moins de temps. Faut pas oublier qu'on est quand même dans des sociétés très speed, ça va très vite, on bosse beaucoup, on rentre, on est fatigué, etc. Et je pense que si on estime en tout cas que dans son couple, la sexualité est quelque chose d'important, moi ce qui est dans mon cas, je pense que le sexe est important dans le couple, et ben il faut y consacrer du temps en fait. On consacre du temps à ce qui est important pour nous. Et je pense que même là-dessus, il faut avoir aussi l'honnêteté en fait au début du mariage, vraiment d'en parler et de se poser aussi la question de quelle place on donne au sexe en fait dans notre couple. Parce que peut-être qu'on serait surpris en fait des réponses un peu divergentes qu'il peut y avoir, etc. Après, on peut toujours évoluer sur le sujet, attention. Mais moi, je suis supra-team agenda. Vraiment même mensuel, si vous voulez, avec vraiment des temps consacrés qui peuvent être des temps de connexion non sexuels, des temps purement sexuels. Mais je pense que ce qui est important, on doit y consacrer du temps. Parce que sinon, bah oui, on se laisse dépasser par la fatigue, par la baisse de libido. Et comme tu l'as dit, moi, je pense vraiment que l'appétit vient en mangeant. Moi, on fait une chose, nous, on a l'énergie de la faire. Donc, Et puis l'opposition spontanéité avec planification, elle se base sur quoi? Elle se base sur le fait qu'on se dit, ben, si c'est spontané, c'est qu'on a tous les deux envie. Si on a tous les deux envie, ce sera forcément génial. Or, si c'est planifié, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément envie. C'est que ça... Alors qu'en fait, non, moi, quand j'écoute les couples autour de moi, c'est pas forcément le cas. Et je pense que dans ce cas, il faut peut-être simplement garder l'esprit ouvert, peut-être essayer la planification, et si ça ne va pas au couple, oui, peut-être ça peut ne pas correspondre aussi. Voilà, mais je pense que l'essentiel, c'est de garder l'esprit ouvert et que c'est pas parce que c'est spontané que ce sera forcément le feu d'artifice et que c'est pas parce que c'est planifié que ce sera forcément nul, en tout cas. Ouais. D'après ce que je Après, la comprends. planification crée aussi le désir, parce que tu peux être dans un peux y désir penser. d'anticipation, tu peux être peux dans faire on va un se métier, ça peut être préparer, accompagné, c'est ce on que va tu se dis, chauffer, on sort les textos, les Ouais. sextos, les machins, tu crées déjà. Bah oui. Non, mais tu vois, t'es dans un mood, quoi. Parce Ouais. que je sais pas si l'analogie elle va vous paraître pertinente, mais tu prévois de manger à certaines heures de la journée. Mais C'est pas oui, pour toi que tu vas c'est pas vrai. prendre plaisir dans ce que tu manges. On est d'accord. à Tu fait. peux prévoir tes vacances. Super bien. C'est pas parce que tu prévois tes vacances Mais une oui, fois que tu tu vas dis moins qu'elles bien sont vivre. nulles. Moi, quand je mange Donc ma pizza, voilà, je pense Mais que au contraire, il y a peut-être tes quelque chose vacances, à t'es faire. même dans Tu les l'excitation, assembles, les Ah, gars. bah voilà, bah, tu ça vois. rejoint ce que tu disais. Tu fais même des croix dans le calendrier, quoi. J-. J'attends. J-. J-. Mais c'est super ce Ouais. que tu dis. J'imagine Je trouve que que c'est super frais comme mindset et comme manière de voir les choses, tu vois. De dire qu'en fait, plus les jours arrivent et plus l'excitation monte. Mais ouais. Et elle ne baisse pas, mais elle monte et elle augmente. Et je trouve ça super intéressant. En tout cas, bah, c'était le mot de la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Si je devais dire quelque chose, c'est éduquez-vous. Il y a Éduquons-nous. plein de bouquins. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où vraiment on découvrait ça, la chambre, dans la nuit de noces, machin, etc. On a plein de ressources à disposition, on a des livres, il y a des revues, il y a des sexologues Des chrétiens, il y a des conférences, conférenciers. Donc, éduquons-nous pour nous épanouir sexuellement dans le mariage. Yes. Donc, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Si pour vous, il y a eu des révélations pendant cette émission, on serait vraiment content de savoir. Et ben, partagez-nous aussi vos tips sur la libido, sur comment renouveler la flamme, comment caler dans l'agenda du mari ou de la femme les rendez-vous. Et puis voilà. On vous dit à très vite pour la prochaine À émission. bientôt. Ciao.